Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut me confirmer, s'il vous plaît, qu'on m'entend bien par soit dans le chat ou tout simplement en levant la main? S'il vous plaît. Super. Merci. On va débuter dans une minute. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur l'exercice d'équité salariale. Nous allons discuter aujourd'hui de l'exercice initial et de l'exercice du maintien. Donc, ça fait un petit bout qu'on s'est parlé. On s'est parlé la dernière fois en juin. Nous avions pris une légère pause estivale pour nos webinaires et maintenant nous reprenons la saison avec ce webinaire aujourd'hui et nous en aurons pour toute l'année. Vous recevrez bien entendu la liste de nos webinaires sous peu dans des invitations comme vous êtes habitués de le recevoir. Donc, je me présente, Maxime Dubois. Donc, je suis le directeur des ressources humaines chez Sage RH, la division de ressources humaines de Sage Assurance et Rente collective. Donc, je suis un expert en gestion des ressources humaines et je suis CRHA. Et pour votre information, en matière d'équité salariale, je peux vous dire qu'on en fait plusieurs exercices par mois pour notre clientèle. Alors, c'est une expertise qu'on a développée avec le temps et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un peu l'arrière-scène d'un exercice d'équité salariale pour que vous puissiez bien saisir de quoi il s'agit. La loi est quand même assez complexe. Donc, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est justement dans l'ordre du jour, ce sont les obligations de la loi. Donc, la loi est, comme je le disais, est épaisse et elle a plein de petits détails à bien saisir. L'établissement des catégories de postes, ce sera notre deuxième sujet. Donc, c'est principalement les étapes à suivre pour bien faire un exercice d'équité. Comprendre aussi le concept de prédominance sexuelle, féminine et masculine en matière d'équité salariale, les facteurs et les sous-facteurs d'évaluation, le fonctionnement de la pondération et la méthode de comparaison et des ajustements de salaire s'il y a lieu. Donc, c'est notre agenda pour aujourd'hui. On en a pour 45 minutes comme d'habitude et nous aurons donc la chance là aussi de pouvoir partager du temps à la fin, les 15 dernières minutes, pour répondre à vos questions. Si vous en avez entre-temps, vous pouvez toujours les poser. Je tenterai d'y répondre au fur et à mesure si je sais que je ne répondrai pas à cette question-là plus tard. Donc, on y va dans dans le vif du sujet. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi sur l'équité salariale s'applique à toutes les entreprises qui sont sur le territoire de la province de Québec. Dès que vous atteignez une moyenne de 10 employés, donc salariés, là, on sort les actionnaires puis la très haute direction de l'exercice d'équité salariale. Donc, c'est une moyenne. Par exemple, si vous avez 9 employés au mois de mars, 11 employés au mois d'avril, 8 employés au mois de mai, et etc. Donc, la méthode de calcul est très bien expliquée sur le site web de la CNSST, mais pour garder ça simple, on a 10 employés qui nous permettent d'être assujettis à la loi. Donc, il faut avoir une moyenne dans la même année de référence de plus de 10 employés. Une fois que ça c'est atteint, vous êtes donc assujetti à la loi sur l'équité salariale. Vous avez donc 5 ans pour compléter ce premier exercice qu'on appelle l'exercice initial. Donc, sur ce 5 ans, la première année là, où on fait le constat, elle compte déjà. Donc, il reste 4 ans calendrier là, pour effectuer ce premier exercice d'équité-là. Vos rapports doivent être affichés avant cette date. Donc, le moment où vous faites le constat que vous avez une moyenne de plus de 10 employés, par exemple, c'est, je ne sais pas, aujourd'hui, le 20 septembre, le 19 septembre, vous avez donc 5 ans à partir d'aujourd'hui pour faire ce premier exercice-là. Donc, il faudra prendre une photo de votre situation salariale, donc les salaires versés à vos employés à un moment X qu'on aura défini, et on doit afficher nos résultats
avant cette date butoir. Pour votre information, il y a des processus qui sont différents pour les entreprises qui ont 10 à 50 employés. Donc, 10 à 50, vous avez le droit de faire par vous-même votre exercice. Quand je dis par vous-même, c'est soit vous ou soit un consultant ou soit un professionnel en gestion des ressources humaines, mais vous n'avez pas besoin d'impliquer d'autres employés. 50 à 10, on vous suggère de former un comité d'équité salariale, un comité paritaire avec des représentants des employés et de l'employeur. Et il y a des normes aussi qui définissent combien il doit y avoir de femmes et d'hommes sur ce comité-là. Et à plus de 100 employés, ça devient une obligation de la loi d'avoir ce comité en place. Donc, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais c'est pour votre information. Si vous avez une business qui est 100 employés et plus, sachez que c'est différent de faire un exercice que si vous êtes dans le 10-50 ou dans le 10-100, par exemple. Donc, ça, c'est si jamais, ça, c'est dans les situations où vous avez jamais fait d'exercice d'équité salariale et que vous n'avez pas encore atteint le 10 employés en moyenne dans une année de référence. Il y en a qui sont dans une autre situation, ils ont fait leur exercice d'équité initial et ce que la loi nous exige ensuite, c'est vous avez à tous les 5 ans, à partir de votre exercice initial, 5 ans calendrier, après votre affichage final des résultats, vous devez refaire un exercice de maintien à la date exacte prévue au calendrier. Donc, si on affichait les résultats le 19 septembre, 2020, ben, le 19 septembre 2025 au maximum, il faudra avoir fait, par exemple, un exercice de maintien. Pourquoi? Ben, c'est qu'en 5 ans, votre entreprise a assurément changé. Il y a des nouvelles positions qui ont été créées, peut-être abolies. Les salaires des gens ont varié, ont peut-être augmenté ou peut-être diminué. Il y a eu des modifications qui ont été apportées à des postes. Il y a des postes qui ont peut-être été bonifiés dans leur valeur ou leur responsabilité, leur niveau de responsabilité a augmenté. Donc, tous ces changements-là là, que vous avez apportés au fil du temps, ben, on devra s'assurer que 5 ans plus tard, l'équité est toujours respectée dans votre entreprise. Puis depuis le 19 avril, le 1er avril 2019, il y a eu une refonte de la loi spécifiquement sur l'équité salariale. Et ça va un peu plus loin, même que donc, au lieu de faire un constat aux 5 ans, il faut également recenser les événements qui auraient pu générer des écarts salariaux durant cette période-là. Exemple, vous embauchez Martine, comptable, à 62 000 par année, puis vous vous rendez compte que son salaire est plus élevé que la majorité des gens ou plus bas que la majorité des gens, ou vous ressentez qu'il y a peut-être une iniquité dans son salaire parce que Martine a bien négocié ou peu importe la situation. Il faut prendre en note ces événements-là parce que la loi, ce qu'elle exigera maintenant, c'est d'agir plus rapidement que d'attendre le 5 ans qui était prévu précédemment. Donc, ça aussi, c'est nouveau. Il faut en tenir compte et ça fait partie de l'équation. Comme je vous dis, la loi a plus de 200 ou 300 articles. J'en fais un résumé, bien entendu. Vous avez peut-être aussi reçu une demande de DMS, c'est la déclaration de l'employeur en matière d'équité salariale. Vous recevez ça une fois par année. Habituellement, vous recevez ça par une lettre. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de déclarer annuellement où vous en êtes avec votre équité salariale. Donc, il vous pose 5 questions là, qui sont là, il y a 6 picots, mais on vous demande si votre entreprise est toujours à compétence fédérale ou provinciale. On vous demande le secteur d'activité, la date de début, donc ça ne change jamais. Là, eux autres, ce qui les intéresse, c'est connaître le nombre de salariés. Donc, comment j'en déclare en moyenne? 10, 12, 15, 20, 100, 200, peu importe. Et ça va venir varier sur vos obligations légales. Après ça, ils sont intéressés par la date d'affichage des derniers résultats, si vous avez déjà fait un exercice. Et ils vous demandent aussi à savoir s'il y a déjà eu une évaluation du maintien, donc l'exercice qu'on doit faire à tous les 5 ans. Ça, ce DMS-là, vous allez le faire dans Clic Secure Express, le portail du gouvernement du Québec. Ça, c'est une obligation que vous avez à faire à chaque année si vous avez déjà 10 employés et plus et vous avez déjà fait des exercices d'équité. Sachez que eux, c'est leur méthode de contrôle. Si vous passez par-dessus votre DMS ou vous déclarez que vous n'avez pas fait d'équité salariale ou d'exercice de maintien, ben ça allume des lumières rouges à la CNSST, puis là, c'est là que vous allez recevoir des lettres d'audit ou d'enquête. On va dire, ben OK, tu n'as pas déclaré, tu aurais peut-être dû. Est-ce que tu peux nous envoyer une preuve que tu as fait ton affichage ou on voudrait voir ton rapport?
Donc, vous comprendrez qu'on n'envoie pas nos rapports à la commission, mais on est toujours assujetti à des audits ou à des enquêtes. Donc, il faut toujours être prêt, il faut avoir ça en main. Donc, au final, le DMS, c'est un peu leur façon de vérifier annuellement si les entreprises se conforment. Donc, un petit conseil d'amis, ça prend à peu près 4 minutes à faire, cette déclaration-là. Ça vaut la peine de la faire correctement. Comme ça, on s'évite des petits problèmes. Ceci étant dit, ça, c'est les obligations légales. Donc là, je veux commencer ma présentation, bien commencer, mais je veux vraiment mettre au clair un concept super important parce que je me fais poser beaucoup la question, puis c'est difficile pour certains de saisir c'est quoi la différence entre de l'égalité salariale puis de l'équité salariale. Parce qu'il y a des gens qui vont me répondre, ouais, mais Maxime, moi, mes femmes puis mes hommes, je fais pas de discrimination, je les paye le même salaire. Je comprends. Puis vous avez raison, mais ça, c'est pas de l'équité salariale, c'est de l'égalité salariale. Je vais aller un petit peu plus loin dans mon concept. Donc, salaire égal pour un travail égal, ça, on est une centaine de participants aujourd'hui d'entreprises. Je suis pas mal certain que tout le monde respecte ce concept-là. Tout le monde au Québec est assez allumé pour comprendre que notre société, les hommes et les femmes sont considérés également et que si j'embauche à expérience égale et à compétence égale, un mécanicien ou une mécanicienne, je vais offrir 20 de l'heure à un homme, puis je vais offrir 20 de l'heure à une femme qui occupe le même travail. Je fais pas de discrimination, donc je dis pas je vais payer mes hommes davantage, puis je vais payer mes femmes moins. C'est pas ça le concept d'équité salariale. Ça, c'est de l'égalité salariale, puis c'est déjà prévu à la Charte des droits et libertés qu'un homme est égal à une femme, puis ils ont le droit au même traitement. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'équité salariale, ça ne tient pas compte directement, lui-même aucunement, de l'ancienneté puis de la performance des employés. Donc, c'est pas parce que tel employé est moins performant que je peux expliquer que son salaire est plus bas. Pas directement dans l'équité. Je peux le faire dans d'autres choses, dans ma politique salariale, mais vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi je dis ça. Je vais vous donner un exemple là, de c'est quoi de l'égalité salariale. Là. Ça, c'est ce qu'il y a de plus illégal. Là. Puis malheureusement, ça s'est fait, là, ça avait passé dans les journaux. Bon, il y a même une entreprise qui avait eu le culot d'inscrire. Vous voyez, c'est souligné en rouge. Là. Je vais mettre mon curseur. Là. Vous voyez bien ici. Là. On disait il y a 15 postes offerts, 10 femmes, 5 hommes. Donc déjà là, c'est vraiment pas une bonne idée d'inscrire ça dans une description de poste. Et on avait établi un salaire des femmes à 11,3, puis le salaire des hommes à 11,62. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas bien fait son travail. Là. Vous comprendrez que ça, c'est complètement illégal de faire ça. Ça, c'est de l'égalité salariale. On n'a pas le droit de publiquement, là, puis encore moins de façon privée, là, de dire que les hommes ont un salaire défini puis que les femmes en ont un autre. Là. Donc, ça c'est un concept d'égalité salariale, c'est pas un concept d'équité salariale. Je vais revenir à mon curseur normal. Donc, c'est pour vous donner un exemple. Là, ça, c'est vraiment, là, c'est sur, vous reconnaissez le portail d'Emploi Québec. C'est même des fonctionnaires là, du ministère des Pêches et Océans qui avaient mis ça en ligne. Ça avait fait la manchette. Donc, voici c'est quoi maintenant le concept d'égalité puis le concept d'équité. Donc, on voit là, j'embauche 2 cuisiniers, Marie, salaire, compétences égales, la négociation à peu près égale. Marie, je la paye 20 heures de l'heure, elle est cuisinière. Puis Carl, 20 de l'heure aussi, il est cuisinier. Ça, c'est de l'égalité salariale. On est tous capables de comprendre ça. L'équité salariale, maintenant, c'est de comparer des postes équivalents entre eux, selon un pointage. Donc, ici, dans la même entreprise, j'ai une adjointe administrative puis un mécanicien. Prenez un garage là, du coin, là, mais avec une certaine envergure qui a des adjointes et des mécaniciens. On va venir évaluer la valeur du poste d'adjointe administrative. Par exemple, ça lui prend un DEP en secrétariat, c'est des longues heures assises, ça lui prend une concentration soutenue, la minutie est importante. De l'autre côté, le mécanicien, lui, ça lui prend un DEP en mécanique. Lui, au lieu d'être assis et debout, son environnement est salissant, il y a des contraintes chimiques, puis il y a besoin de force physique. On pourrait en arriver à la conclusion dans votre entreprise que ces deux postes-là ont la même valeur. Exemple, l'adjointe, ça vaut 500 points, puis le mécanicien vaut 500 points.
Ce que l'équité salariale, vient nous dire, c'est que si j'ai deux postes équivalents, donc qui ont une valeur équivalente, le salaire devrait être équivalent aussi. Donc, si mon mécanicien vaut 500 points et il gagne 20 de l'heure, et mon adjointe administrative vaut 500 points, elle devrait également gagner 20 de l'heure. C'est ça le concept d'équité salariale en résumé. Donc, est-ce que Martine, notre adjointe administrative, pourrait gagner 18 de l'heure et notre mécanicien 24 de l'heure, Marc? Oui, parce que peut-être que Marc est là depuis 25 ans, puis Martine vient d'arriver dans l'entreprise. Mais leur poste vaut la même chose. Mais là, que Marc gagne 24 puis que Martine gagne 18, ça, c'est un concept autre que l'égalité puis l'équité salariale. C'est un concept d'équité interne. Donc, quand je commence un nouvel emploi, c'est sûr que j'ai un salaire plus bas. Puis au fil du temps, mon salaire va augmenter dans l'entreprise. C'est pour ça que l'équité salariale, c'est complexe à saisir, parce que c'est un mélange de plusieurs concepts qui sont pas super clairs. C'est pas parce que je paye Martine 18 puis Marc 24 que je respecte pas l'égalité salariale puis que je respecte pas l'équité salariale non plus. Donc, on va avancer puis vous allez comprendre si c'est pas clair pour vous. Donc, l'équité salariale, c'est quoi? Ben, c'est attribuer à des emplois traditionnellement occupés par des femmes un salaire égal à celui des hommes traditionnellement occupés par les hommes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la loi a été, quand elle a été établie là, à la fin des années 90, c'est qu'il était clair, puis il était très bien démontré que les emplois à prédominance féminine étaient sous-payés comparativement aux postes à prédominance masculine. Exemple, salon d'esthétique, coiffeuse, adjointe administrative, secrétaire, infirmière, enseignante. On se rendait compte que quand on évaluait la valeur de ces postes-là, puis qu'on les comparait à, par exemple, des postes à prédominance masculine qui avaient un même pointage, bien, il y avait des écarts importants. Prenez, par exemple, une infirmière ou qui a beaucoup de responsabilités puis qui a un niveau de scolarité collégial, puis prenons un charpentier menuisier qui lui aussi a besoin de certaines compétences, mais un niveau de scolarité qui n'était pas le même, puis etc. On se rendait compte que peut-être que leur poste valait la même chose, mais au final, notre infirmière gagnait 18 de l'heure, puis notre charpentier menuisier gagnait 34 de l'heure. Donc, on s'est rendu compte qu'avec le temps, les postes en prédominance féminine étaient sous-payés par rapport à leur valeur réelle. Donc, c'est pour ça que la loi a été mise en vigueur. Et encore aujourd'hui, en 2019, il y a un écart d'à peu près 4% en lien avec les salaires à prédominance féminine et masculine. Donc, on s'est beaucoup rapproché, mais c'est pas parfait encore. C'est pour ça que la loi existe toujours. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'équité salariale, c'est un concept d'évaluation des postes dans la même entreprise. Là, je vous ai fait un exemple entre une infirmière et un charpentier menuisier. Ça n'a aucun lien, là, mais c'était pour vous montrer la différence. Maintenant, l'équité salariale, vous allez devoir la faire dans votre organisation. Donc oui, c'est de la discrimination systémique, elle est volontaire, on discrimine réellement là, des emplois à prédominance féminine et masculine, puis on regarde les écarts. Donc c'est voulu, c'est prévu, c'est ce que la loi prévoit et c'est ce qu'on va, ben moi ça m'amuse, mais c'est ce qu'on va s'amuser à faire là, dans les prochaines secondes, minutes, c'est d'expliquer le concept de prédominance féminine et masculine. Donc, comment on fait un exercice là, en soi, là, je vous explique un peu comment ça se passe, puis ça va vous permettre de bien comprendre le processus. Il existe un logiciel qui est téléchargeable sur le site de la commission, donc le CNESST. Vous écrivez logiciel dans Google, par exemple, puis vous allez pouvoir télécharger ce logiciel-là. Vous allez voir des captures d'écran où vous pouvez tout simplement faire votre exercice avec vos propres logiciels internes. La loi ne vous exige pas d'utiliser un logiciel en tant que tel ou des fichiers qui sont prévus. L'important, c'est d'en arriver à une conclusion qui est valide. Donc, pour faire une équité salariale, j'ai besoin du nom, du prénom, du sexe, du salaire horaire de chacun des employés et de leur poste occupé. Donc, j'ai besoin d'un bilan, un fichier Excel avec toutes ces informations-là. Et j'ai besoin aussi de connaître les éléments de rémunération globale
qui s'ajoutent à certains postes. Par exemple, votre représentant sur la route a une allocation de voiture, il est admissible à des assurances collectives avec un plus haut taux de cotisation de la part de l'employeur. Il y a un régime de retraite aussi, puis il y a certains postes qui ne l'ont pas, d'autres ont un cellulaire payé, un groupe de salariés a plus de vacances annuelles. Donc, ça, là, c'est de la rémunération globale qui va venir s'ajouter à mon salaire horaire. Fait que la première étape, là, c'est de démêler tout ça. Combien mes gens gagnent sur une base horaire. Donc, à 40 heures semaine, je mets tout le monde sur la même base, puis je vais être capable de comparer des salaires. Fait qu'il faut que je commence avec ça. Puis là, j'entre toutes ces données-là dans soit mes fichiers maison ou mon logiciel. Ensuite, la deuxième étape, c'est que je dois créer des catégories de postes. Ce qu'il faut comprendre dans l'exercice d'équité, c'est qu'on n'est pas en train d'évaluer chacune des positions nécessairement. On peut joindre ou on peut regrouper des postes dans une même catégorie. Exemple, vous avez des représentants, vous en avez sur la route, vous avez des représentants internes là, en vente en bureau. Si on compare leurs emplois là, au quotidien, ils sont très similaires. Il faut être capable de répondre à 5 questions. Est-ce qu'ils ont des responsabilités, des fonctions et des qualifications semblables? Si oui, bon, je passe à la deuxième. Est-ce qu'ils sont assujettis à la même échelle salariale dans mon entreprise? Si oui, je passe à la troisième. Est-ce qu'ils suivent la même logique de progression salariale dans l'entreprise? Peut-être que oui, peut-être que non. Ont-ils le même taux de salaire, donc un taux unique? Et est-ce qu'ils ont accès à une rémunération flexible qui est similaire? Donc, si j'en arrive à la conclusion, par exemple, que j'ai des représentants internes puis des représentants externes dans mon organisation puis qui font sensiblement le même travail d'un point de vue équité, ben, je peux les regrouper ensemble. Donc, je vais évaluer seulement une catégorie de postes que j'appellerai, par exemple, représentants, ce qui inclura mes reps internes puis mes reps externes. Donc, je ne suis pas en train d'évaluer chacune des positions ou chacune des personnes, encore moins. Je suis en train d'évaluer des catégories de postes. Donc, je ne suis pas en train de regarder si Nancy, son salaire est équitable. Je suis en train de regarder si le poste qu'occupe Nancy est équitable ou sa catégorie d'emploi est équitable. Donc, dans une catégorie de postes, il pourrait y avoir des hommes et des femmes. Vous me suivez jusque-là? J'ai des reps internes, j'ai des reps externes. Disons que j'en ai 10, je pourrais avoir 5 hommes, 5 femmes. Mais dans ma catégorie d'emploi, j'ai des hommes, j'ai des femmes. Et là, la troisième étape sera, une fois que j'ai créé mes catégories d'emploi, c'est de déterminer si ces catégories d'emploi-là sont à prédominance féminine ou masculine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, est-ce que c'est, dans mes mots, est-ce que c'est plus des femmes qui occupent cette catégorie d'emploi-là ou c'est plus des hommes qui occupent cette catégorie d'emploi-là? Il faut répondre à 4 questions selon la loi. Et vous les avez ici, là, je vais me servir de mon pointeur, permettez-moi de changer. Donc, vous voyez, c'est des captures d'écran du logiciel. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai 60% et plus de gens qui sont soit de sexe féminin ou masculin dans cette catégorie d'emploi? Donc, commis à la comptabilité, je pourrais avoir, par exemple, un homme, une femme, ou 2 hommes, une femme, peu importe. Prenons le cas des représentants internes ou externes, j'en ai 10, j'ai 7 hommes, 3 femmes, j'ai donc 70% d'hommes, 30% de femmes. Donc, je viendrais dire que effectivement, là, mon pourcentage, j'ai plus de 60% dans un stéréotype, là, dans une catégorie féminin ou masculin. Donc ça, c'est très simple, c'est une règle mathématique. J'ai combien de gens qui occupent cette position-là? C'est quoi le pourcentage d'hommes? C'est quoi le pourcentage de femmes? La deuxième, c'est le stéréotype. Donc, stéréotypement, dans mon organisation à moi, est-ce que c'est plutôt des femmes ou des hommes qui occupent cette position-là? Donc ici, commis à comptabilité, ça fait 15 ans que mon entreprise existe, puis ça a toujours été des femmes, stéréotypement, qui ont été dans cette position-là. Il pourrait y avoir eu un homme pendant 3 mois dans cette position-là, mais j'en arriverai à la conclusion que stéréotypement, ça a plutôt attiré des femmes et c'est plutôt des femmes qui occupaient cette position. Donc, vous comprendrez que je pourrais avoir comme le graphique ici le montre, là, chaque case est différente pour la même catégorie de poste. Je pourrais avoir des décisions différentes.
Ensuite, la troisième, c'est historiquement, qu'est-ce qui s'est produit dans mon organisation? Donc, est-ce que c'est des hommes ou des femmes qui occupent cette position-là historiquement? Donc, dans les 5 dernières années, est-ce que c'était des hommes ou des femmes qui occupaient cette position, cette catégorie de poste? Et finalement, le pourcentage effectif, ça va avoir une incidence surtout dans les très grandes organisations, là, quand j'ai 200, 300 employés, puis les grosses catégories de postes, il va y avoir une différence entre le pourcentage effectif puis le plus 60%. Donc, je rentrerai pas dans les détails, mais au final, ce qu'il faut faire, c'est que si je prends commis des ventes, là, le poste 008, j'ai 60% et plus de femmes dans ce poste-là. Stéréotypement, j'ai pas pris de décision, mais historiquement, c'est des femmes qui ont occupé le poste. Et là, il faut que je prenne une décision. Donc, c'est moi qui la prends dans l'organisation et je dis, ce poste ou cette catégorie d'emploi est à prédominance féminine ou masculine. Donc, il pourrait y avoir des hommes, il pourrait y avoir des femmes. Ça pourrait juste être des hommes, ça pourrait juste être des femmes, mais c'est la décision qu'il faut que je prenne. Et ça est importante parce que c'est les postes à prédominance féminine que je vais venir évaluer éventuellement. Si votre entreprise a exclusivement des postes à prédominance masculine, ça ne veut pas dire qu'il y a juste des hommes dans votre entreprise, ça veut dire que j'ai pris la décision que chaque catégorie d'emploi est à prédominance masculine. L'exercice se termine là. Vous n'avez rien d'autre à faire que de déclarer que vous avez seulement des postes à prédominance masculine. Point à la ligne. Parce que, je vous l'ai dit en introduction, la loi elle nous le dit, on veut voir si les postes à prédominance féminine sont sous-évalués ou sous-payés. S'il y a juste des postes à prédominance masculine, ça finit là. À l'inverse, si vous avez juste des postes à prédominance féminine, prenons par exemple un service en garderie, là, éducatrice spécialisée, souvent, c'est exclusivement des postes à prédominance féminine. Donc, on va avoir des éducateurs spécialisés, on va avoir des éducateurs non qualifiés, on va avoir une cuisinière, puis on va avoir un préposé au ménage. On va avoir 4 catégories de postes qui sont tous à prédominance féminine. Je ne rentrerai pas dans tous les détails non plus, mais la loi nous indique qu'il faut maintenant ajouter 2 postes à prédominance masculine qui sont déjà convenus dans les articles de loi sur l'équité salariale. Et ça fait en sorte qu'on pourra faire une évaluation en bonne et due forme de cette façon-là. C'est un peu technique, mais on y arrivera, inquiétez-vous pas. Et les salaires sont également convenus dans la loi, donc ça va nous permettre de faire un ajustement. Prenons pour acquis que ça, c'est notre entreprise qu'on a devant nous. On a 9 catégories d'emplois. On a peut-être 30 employés, hein, vous me suivez toujours. Et on a donc 5 postes, à prédominance féminine, puis le reste sont à prédominance masculine. Donc, on continue. Ça, c'était l'étape 3. La plus grosse étape, maintenant, c'est la suivante, c'est d'évaluer les emplois. Donc, on doit mettre un pointage. Donc, on doit maintenant donner une valeur à chacune des catégories d'emploi. Donc, tantôt, on en voyait 8, là. Là, il s'en est rajouté, là. On a 14, on a 14 catégories d'emploi ici. On a 4 facteurs qui sont convenus par la loi, puis on a 10 sous-facteurs que vous voyez ici dans l'autre colonne. Ça, c'est ceux que la commission nous propose. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. Pour ceux que vous voulez, vous pouvez déterminer vous-même vos facteurs et vos sous-facteurs, puis votre système de pointage aussi. Ça, il n'y a rien qui est déterminé là, dans la loi. Là, il faut juste qu'il y ait une logique là, qui s'y rattache. Donc là, ce qu'il faut venir faire, en résumé, c'est bon, mon directeur d'usine ou sa catégorie d'emploi directeur d'usine, quelle est la valeur de sa formation nécessaire? Donc, sur un pointage de 100, dans ce cas-là, il y a 7 niveaux là, dans la loi qui est prévu. Là, donc, niveau universitaire étant le plus élevé. Après ça, on a certificat universitaire, on a une technique collégiale, on a un DEC sans technique, on a un secondaire 5, on a des DEP, on a en moins d'un secondaire 5. Donc, tout ça, ça a un pointage. Donc, vous voyez, là, mon commis d'usine, il y a moins besoin de formation dans son poste. C'est les exigences du poste. Là, que mon directeur d'usine, qui a peut-être un bac en administration avec même un MBA en gestion, alors que mon manutentionnaire, lui, il a peut-être terminé son secondaire 5, puis c'était les exigences du poste. Donc, on est en train ici d'évaluer qu'est-ce que le poste me demande. Donc, quelles sont les qualifications pour le poste? Pas Marc est manutentionnaire, mais il a un doctorat.
on s'en fout un peu, ça. C'est ce que le poste me demande comme critère minimal pour occuper l'emploi. Donc, même si j'ai plein de personnes surqualifiées dans une position, on va toujours exiger c'est quoi la formation qui est pour cette position-là. Fait que là, vous comprendrez que je ne ferai pas tous les sous-facteurs, là, mais sachez que, bon, formation, expérience, dextérité, coordination, l'imputabilité, communication, est-ce que les gens supervisent une équipe ou non, c'est quoi l'effort intellectuel que j'ai dans mon emploi, l'effort physique, l'inconvénient et risque, etc., etc. Donc, je dois venir évaluer chacune de ces sous-facteurs-là pour chacune des catégories d'emploi. Et ça se fait avec quoi? Ça se fait avec, idéalement, vous avez vos descriptions de postes qui sont faites, ils sont à jour. Donc, je suis capable d'aller confirmer que mon directeur d'usine, son prérequis dans sa description d'emploi ou l'affichage, c'était un bac en administration, puis que mon manutentionnaire, je demandais, par exemple, un secondaire 5 avec un permis de conduire valide. Donc, quand ça, c'est bien écrit dans mon entreprise, là, nous, on a beaucoup moins de travail parce que faut comprendre qu'à chaque pointage que vous voyez là, on vient en arrière le supporter par une preuve dans votre entreprise. Donc, c'est écrit à quelque part que le directeur d'usine doit avoir un bac au minimum avec 10 ans d'expérience et il supervise une équipe de plus de 15 personnes, et, etc., et etc., etc. Donc, on vient supporter chacun des pointages par quelque chose qui existe dans votre organisation. C'est sûr que si vos descriptions de poste ne sont pas faites, ben ça rajoute du travail dans l'équation. Puis là, vous voyez au bout, je vais juste remettre mon curseur, vous voyez la valeur, là, sont en ordre décroissant, la valeur des positions. Donc, ça, c'est l'addition de l'ensemble des sous-facteurs. Ça donne une valeur à mon poste. Donc, vous comprendrez que c'est comme logique que mon directeur d'usine ait la valeur de poste la plus importante et que mon commis d'usine, mes commis des ventes, mes préposés à la fabrication aient une valeur de poste moins importante. Je ne suis pas en train de dire que leur poste est moins important. Je suis en train de dire que d'un point de vue sous-facteur et facteur de rémunération, ça compte pour moins dans leur position. Donc ça, c'est à ça qu'on veut en arriver. Et là, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. C'est que là-dedans, il y a des catégories de postes à prédominance féminine et masculine. Il ne faut pas l'oublier. On va aller comparer les salaires en fonction du pointage. Donc ça s'en vient. Donc je ne sais pas s'il y en a qui prévoyaient faire l'exercice, puis là, ils sont complètement désemparés, mais j'espère que non. Il faut en faire quelques-uns pour être bien à l'aise avec ça. Je vais juste tasser mon truc. Donc là, ce qui arrive dans le logiciel maintenant, ou dans vos logiciels maison, c'est que là, on vient comparer les postes à prédominance féminine avec les postes à prédominance masculine. Donc, ça crée une courbe de régression. Donc, si vos cours de mathématiques ne sont pas trop loin, c'est un nuage de points. Donc, ici, par exemple, on a un pointage là, de 475 points avec un salaire horaire de 23 de l'heure. Ça fait un point. Donc, il y a une catégorie de poste que sa rémunération globale totale, c'est 23 et que son pointage est 470. Donc, on prend toutes les catégories de postes avec leur pointage, puis le salaire le plus élevé de cette catégorie de poste-là, puis on vient faire un nuage de points. La droite de régression, donc en réalité, c'est votre courbe d'équité salariale dans votre entreprise. On se rend compte que les points bleus, c'est les points bleus qui créent votre courbe d'équité salariale. Donc, la courbe passe exactement au point central d'espace entre les points bleus. Donc, il y a des points bleus plus bas, plus haut, puis c'est ce qui fait en sorte que ça crée une courbe. C'est une droite, là, mais on appelle ça une courbe. Et là, les points rouges, c'est les postes à prédominance féminine. Donc, c'est sûr qu'on a pris un exercice qui fait en sorte qu'il y a des écarts. Et là, on se rend compte qu'en comparant les pointages attribués et les salaires versés, il y a des postes à prédominance féminine qui sont sous-payés. Et je vous dirais que ça arrive, mais plus souvent qu'autrement, nos points rouges sont soit sur la droite ou sur la courbe ou en haut de la courbe. C'est très rare qu'il y a autant d'écarts.
Parce qu'habituellement, naturellement, vous avez bien évalué vos postes, puis vous avez donné des salaires en fonction de la réelle valeur des positions. C'est sûr que si vous n'avez jamais regardé ça de votre vie, ben, ça se peut que vous ayez des surprises. Fait que là, vous comprenez, là, le concept, là, c'est que là, j'ai des postes à prédominance féminine et masculine. J'ai évalué la valeur pointage par des facteurs de rémunération de tout le monde. J'ai pris le salaire le plus élevé de la catégorie de poste et ça a fait en sorte que ça m'a créé une droite. Et là, je me rends compte que j'ai des écarts à payer pour les postes à prédominance féminine. Vous les voyez ici, les écarts, là, ça varie là, ici là, de 17 sous à 1,28 $. Donc, ce que ça fait, c'est que si j'augmente, mettons, vous voyez bien, je pense, mon curseur rouge, si j'augmente ce pointage-là, là, lui, c'est un pointage de 524, donc c'est notre technicien en comptabilité ici, donc c'est un poste à prédominance féminine. Il faudrait donc, dans cette entreprise-là, à la valeur de son poste, en comparaison avec les postes à prédominance masculine, payer cet employé-là 94 sous, ben pas cet employé-là, tout le monde dans la catégorie de poste, pardon, 94 sous de plus pour être sur l'équité salariale de notre organisation. Alors, c'est ça l'exercice. On en arrive à cette conclusion-là. Et regardez, ici, on a un point bleu. Vous le voyez bien avec mon curseur, on a un point bleu qui est sous la courbe. Et imaginez-le ou non, mais vu que c'est un poste à prédominance masculine, on ne va faire absolument rien avec cette position-là. Il n'y a pas d'ajustement prévu pour les postes à prédominance masculine. Je vous l'ai dit, la loi est discriminatoire systémiquement. C'est prévu que ce soit exclusivement les postes à prédominance féminine qui soient comparés dans cette situation-là. Donc, on en arrive donc à la conclusion ici qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 postes à évaluer, à réévaluer leur salaire. Donc là, c'est un cas un peu extrême, mais c'est pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc, vous pourriez avoir seulement une position. Et puis là, ben, rendu là, une fois qu'on a défini une fois qu'on a la confirmation, qu'on a une genre de conclusion, ben là, on se dit, bon, est-ce qu'on a bien évalué les positions? Fait que là, on pourrait aller faire quelques correctifs, mais le but, c'est pas d'effacer les écarts, mais c'est de s'assurer que là, on a une vue d'ensemble, puis est-ce que ça fait du sens, tout ça. Une fois que ça c'est fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je vais revenir juste en arrière, là, mais les écarts, il faut que je prenne action. Donc, ce que la loi me dit, c'est que une fois que j'ai fait le constat, je vais devoir afficher les résultats de mon exercice. Donc, il faut bien comprendre que dans l'exercice, je ne suis pas en train d'afficher les salaires de tout le monde. Je vais juste dire, à la lumière au 20 septembre 2019, nous avons pris les salaires de l'entreprise et nous avons déterminé que ces catégories de postes étaient à prédominance féminine et celle-là était à prédominance masculine. Et on en est arrivé à la conclusion, suite à notre analyse et l'évaluation de nos postes, qu'il y a 5 positions, 5 catégories de postes qui nécessitent un écart pour respecter ce qui est prévu à la loi sur l'équité salariale. Donc, on fait juste, on expose les conclusions, là, mais il n'y a aucun salaire là, de personne qui est là. On peut soit les exposer en pourcentage ou en dollars horaires. Là. Donc, on pourrait dire, ben, la catégorie de poste de technicien en comptabilité va être augmentée de 94 sous. Vous avez 5 ans pour faire ces ajustements-là. Donc, soit vous les faites d'un coup, vous corrigez la situation. Donc, vous rencontrez tout le monde qui est dans la catégorie de poste de technicien en administration ou en comptabilité et vous leur dites, ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi, on a fait l'exercice d'équité salariale. Tous vos salaires vont augmenter de 94 sous. Ou je vais le diviser en 5 ans, en 4 ans, en 3 ans, en 2 ans, donc maximum 5 ans. Et je vais donc te verser, là, je ne sais pas comment ça fait, mais 17 sous par année en augmentation salariale, avec une rétro si nécessaire. Donc ça, c'est à peu près ça, la conclusion auquel on en arrive. Puis on affiche ce rapport-là pendant 60 jours à la vue là, de vos employés. Là, ça peut être dans la salle d'employés, par exemple. Et là, les employés ont 60 jours pour poser des questions. Plus souvent qu'autrement, il n'y a aucun ajustement salarial à faire, là, comme je vous dis, mais la loi nous exige d'exposer les résultats, puis n'importe quel salarié pourrait dire OK, je comprends, mais je voudrais avoir davantage de détails pourquoi ma catégorie de poste, il n'y a pas d'écart, etc. C'est un droit que les employés ont. Une fois que le 60 jours est passé, si vous avez entendu parler de rien,
Vous enlevez le rapport d'affichage, puis vous venez de compléter votre exercice d'équité salariale. Ça aussi, là, un dossier sur 30, il va y avoir une demande de révision, mais c'est très rare. Là, les employés habituellement font confiance à leur employeur. Surtout aussi quand une firme externe ou d'autres personnes partie prenante ont été intégrées dans l'exercice, ils voient une certaine transparence puis un certain professionnalisme. Donc, on n'a rien envoyé à la CNESST. Comme je vous disais, le rapport, on le garde chez nous. Faut le garder 5 ans, hein, parce qu'il y a 5 ans qu'on pourrait être audité ou enquêté. La commission fait des fois des spot checks là, en lien avec le DMS. Là, justement, là, chaque année, ils vont vous demander de leur déclaration. Puis ils pourraient vous dire, ah ben OK, tu as déclaré que tu as fait ton exercice d'équité salariale. Envoie-moi ton rapport d'affichage comme preuve. Donc, il faut être capable de le fournir. Et ça pourrait même aller plus loin. Il pourrait vous dire, OK, on voudrait voir ton exercice. Donc, un enquêteur là, en bonne et due forme qui va vous dire, ben montre-moi ton exercice. Il va l'analyser, il pourrait vous challenger, il pourrait même vous exiger des changements à l'intérieur. Fait que là, c'est pour ça qu'il faut être bien ferré, hein, parce que vous connaissez pas mal plus l'entreprise, votre entreprise que l'enquêteur. Puis des fois, ben, on fait des ajustements, puis il n'y a pas d'écart. Des fois, ça va créer un nouvel écart. Fait que là, ça reste à voir là, quel genre de conclusion on en arrive. Mais sachez que les enquêteurs sont là pour s'assurer que la loi est respectée. Puis c'est très rare là, que j'ai vu des enquêteurs là, complètement zélés. Là. Au final, si vous collaborez avec eux, vous allez voir que ça va très bien aller. Si vous ne collaborez pas avec eux, ça risque de dégénérer. C'est comme dans n'importe quoi. Si vous dites, ben moi, l'équité salariale, je comprends rien, ça me tente pas, j'y crois pas, bon, ben c'est votre droit. Ben, vous vous exposez à des peines qui sont prévues à la loi. Première offense de ne pas répondre à la commission aux exigences, c'est 1 000 $. Puis la deuxième offense, c'est de 45 000 $. Donc, à vous de voir si vous aimez mieux faire votre exercice ou payer les pénalités, mais vous aurez à la faire de toute façon éventuellement. Donc ça, c'est ce qui est prévu dans nos affichages. Tout ça pour dire que une fois que ça s'est complété, comme je vous dis, on garde les dossiers avec nous, puis on se croise les doigts que ça va aller dans 5 ans au final. Donc pour terminer, je voulais juste vous dire que je ne sais pas si vous êtes découragé, je verrai dans les questions, là, mais je voulais juste vous dire que, bien entendu, on offre un service clé en main chez Sage qui est très abordable là, au final, là, parce qu'on offre vraiment un coût préférentiel pour vous si vous êtes client chez Sage Assurance et Rente Collective. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'exercice pour vous, clé en main. Là. Vous faites juste nous envoyer vos données salariales, puis on s'occupe du reste, vos descriptions de poste aussi. Les frais de base de 345 $ pour rentrer les données dans le logiciel, faire l'analyse des résultats, générer les rapports, vous l'envoyer en PDF, on fait les affichages pour vous, on vous explique votre exercice, on peut même former vos gestionnaires aux résultats. Puis après ça, c'est 115 $ par catégorie de poste, donc pas par poste. Hein, vous avez bien compris, là, on peut jumeler des positions ensemble. C'est pas par individu non plus. Fait que si vous avez, je ne sais pas, 10-15 employés, vous avez peut-être 5 catégories de postes dans votre organisation. Donc, c'est 115 $ par catégorie de poste. Donc, faire un exercice d'une entreprise d'une dizaine, douzaine d'employés, là, ça revient environ à 1 000 $ avec les taxes. C'est sûr que si vous avez 35 catégories de postes dans votre organisation, on peut plus attendre à 4-5 000 au final pour faire l'exercice. Nous, ce qu'on vous demande, c'est qu'à la réception de vos documents, on vous demande 15 jours ouvrables pour faire l'exercice en soi. Vous remettre les rapports, puis vous remettre les affichages, puis tout ça. Donc, je vais répondre à certaines questions. Si ça vous convient, je vais ouvrir le portail. Donc, je vais vous envoyer une attestation là, dans les 5 prochains jours que vous avez suivi cette formation-là. Et je vais aussi vous envoyer une copie PDF de la présentation. Pour tous ceux qui sont inscrits, qui ont suivi l'atelier, ben,
je vous envoie ça. Si dans 5 jours ouvrables, là, donc fin de la semaine prochaine, là, vous n'avez rien reçu de notre part, écrivez à rh-décision.com, puis on va vous accompagner là-dedans sans problème. Faut que je retourne dans le chat. Bon, ma fenêtre, il y en a qui ont la main levée. Oups. Donc, ben, je vous remercie. Si vous voulez quitter l'atelier, en vous remerciant, puis on se donne rendez-vous au prochain atelier qui est au mois d'octobre. C'est sur le harcèlement psychologique au travail. Vous savez aussi que vous avez une nouvelle obligation d'affichage d'une politique de prévention sur le harcèlement. Donc, on va discuter de tout ça dans une prochaine rencontre. Donc là, je passe aux questions pour les prochaines minutes. Donc, si mon premier exercice, l'entreprise ne comptait pas plus de 100 employés, mais lors du maintien, oui. Oui, effectivement. Donc, c'est au moment de de l'exercice initial ou du maintien, au moment où vous le faites. Si vous avez atteint une moyenne de plus de 100 employés, vous avez en ce moment une moyenne de plus de 100 employés, pardon, il y aura un comité paritaire qui sera mis en place. Donc, le comité paritaire, là, vous pouvez aller le voir sur le site de la commission, c'est très bien expliqué. Le nombre d'individus qui doivent y participer, le pourcentage entre les représentants employeurs et employés. Et de l'autre façon, ensuite, ça va vous dire également combien d'hommes doivent siéger sur ce comité-là et combien de femmes. Donc, le comité paritaire va vous servir à ça. On me demande comment on calcule la rémunération globale. Ben, au final, ce qu'on fait, c'est que si votre employé gagne 20 de l'heure, par exemple, on va venir ajouter la valeur horaire de les avantages sociaux en supplément. Donc, si on donne une semaine de vacances supplémentaires, on va le calculer en dollars, puis on va l'ajouter au salaire horaire. Donc, si ça vaut 2 de plus de l'heure, donc le salaire de rémunération globale va être de 22. On paye son cellulaire 75 par mois. On va venir diviser 75 en taux horaire. On va ajouter 22 sous au salaire horaire, par exemple. Donc, ça fait 22 et 22, et ainsi de suite. Donc, on ajoute l'ensemble des avantages sociaux dans une catégorie de poste, puis on l'ajoute au salaire horaire. Donc, c'est comme ça qu'on calcule la rémunération globale en matière d'équité salariale. Après ça, on me demande si j'ai besoin d'aide lors du maintien. Est-ce que vous offrez du soutien? Oui, oui, effectivement. Vous n'êtes pas obligé de prendre le projet clé en main. Vous pouvez prendre juste du soutien, du coaching. Donc, appelez-nous. Vous avez la chance avec Sage Assurance et Rente, avec Assurance et Rente collective de Sage. Vous avez une banque d'heures d'assistance gratuite, d'assistance avec nous. Qu'on n'a pas défini, c'est à peu près 1 heure, 2 heures par projet, là, au final, qui est inclus. Si jamais ça prend plus de coaching que ça, ben, notre taux horaire sera de 115 de l'heure aussi pour faire l'accompagnement avec vous. Fait que si vous avez pour 1 heure de questions à peu près, ben, ça sera inclus dans votre forfait. Sinon, ben, je vous recevrai un devis, puis on va vous dire comment on va estimer nos heures à peu près. Est-ce que la rémunération globale, pardon, là j'ai sauté les questions. J'espère que ça répond à vos questions. Le minimum d'employés est de 10, mais si une entreprise passe à moins de 10 employés pour plus d'une année, doit-elle continuer de faire l'équité salariale? Non, effectivement, ça dépend. Donc, c'est sur une période de 5 ans. Est-ce que dans cette période de 5 ans-là, vous avez eu une année de référence qui a une moyenne de plus de 10 salariés? Donc, si vous êtes descendu, mettons, vous aviez une moyenne à 11, puis l'année suivante, vous étiez à une moyenne à 9, ben vous serez quand même tenu de faire un exercice d'équité salariale parce qu'une fois, vous avez été plus que 10, pardon, en moyenne. Donc, si vous étiez 15 l'année passée, puis que vous êtes 9, puis l'année prochaine, vous allez être 8, puis vous êtes en décroissance ou peu importe ce qui se passe, malgré le fait que vous avez 6 ou 7 employés en ce moment, dès que vous l'avez atteint, vous avez 5 ans pour pouvoir le faire. C'est comme ça que la loi est écrite. Donc,
vous allez devoir, dès que vous avez une année de référence qui a une moyenne de 10 salariés et plus, vous êtes assujetti, vous êtes tenu de faire l'équité salariale. Vous n'avez pas le choix. Donc, le calcul des salariés dans une année de référence, c'est assez technique, mais c'est quand même bien expliqué sur le site, ou sinon, appelez-nous, puis on va faire le calcul ensemble. Est-ce que la rémunération globale inclut la bonification? Absolument. Absolument. Donc, les bonnies annuels, les commissions, appelez-le comme vous voulez. Si la personne gagne un boni annuel de 5 000 ou des commissions de 10 000 à la fin de l'année, il faut l'ajouter au taux horaire. Donc, ça fait faire partie de la rémunération globale. Et effectivement, c'est prévu dans la loi. Est-ce que si la société est à charte américaine et qu'une usine est à Québec? Oui, effectivement. Ce sera les employés qui travaillent en sol québécois. Donc, même si c'est une entreprise à charte américaine, si vous avez un siège social à Québec avec une adresse civique dans la province de Québec, vos employés vont être assujettis à la loi sur l'équité salariale. Donc, si cette usine-là ou cette division-là a en moyenne plus de 10 salariés, cette division-là ou cette entreprise-là va être assujettie. Si oui, seulement pour les employés sur le payroll au Canada pour le nombre de calcul de catégorie. Donc, on va prendre effectivement les employés qui sont en sol québécois et on va déterminer si la moyenne est atteinte. Puis si oui, ben, on va prendre l'organisation au complet pour en faire l'analyse. Donc, s'il y a des travailleurs américains dans votre entreprise en sol québécois, ils vont quand même intégrer l'équité salariale. Oui. J'espère que ça répond à la question. Si j'ai fait mon maintien le 1er mars 2016, je dois refaire le 1er mars 2021. Ouais. Donc, le maintien, c'est vraiment 5 ans après. Donc, 1er mars 2016 plus 5 ans. Donc, si vous avez effectivement affiché votre rapport le 1er mars 2016, vous avez jusqu'au 1er mars 2021 pour faire votre exercice de maintien. Vous avez encore du temps devant vous. Et il n'y a pas réellement d'intérêt, puis même il n'y en a aucun, là, de le faire d'avance. La loi nous demande de le faire, de prendre la photo là, de notre entreprise là, le plus près possible de la fin du 5 ans. Vous dire, ah, ben, j'ai 5 ans pour le faire, c'est pas tout à fait ça. C'est dans 5 ans, il faut le faire. Sauf pour la déclaration initiale, sauf pour le rapport initial. Ça, vous le faites au moment qui vous convient. Dès que vous avez atteint une moyenne de plus de 10, vous avez 5 ans pour le faire. Fait que c'est une différence entre les deux. Ça, vous le faites au moment qui vous convient. Mais en matière de maintien, donc la deuxième exercice ou la troisième ou le quatrième exercice, celle-là, elle doit se faire exactement 5 ans après. Donc, on me demande, selon moi, faire l'équité avec un comité prend combien de temps? Je sors de là, justement, là, avec un employeur là, d'à peu près 250 employés, je vous dirais. Dans le fond, le comité n'a pas visibilité à tout nécessairement, là, parce que là, il y a des salaires confidentiels dans tout ça, vous comprendrez. Là, puis on a des représentants des salariés sur le comité. Donc, il y a une certaine préparation à avoir. Là, puis devant le comité, ce qu'on va surtout faire, c'est leur montrer les catégories de postes qui ont été définies. On va leur demander, bon, est-ce que vous êtes d'accord avec l'établissement de la prédominance féminine et masculine? Hein, prendre la décision, ça, on va le faire en comité. Après ça, on va évaluer les postes ensemble. Idéalement, vous l'aurez fait vous-même comme employeur, puis vous allez demander au comité de les entériner, hein, puis de dire oui, oui, parfait, je suis d'accord. Fait que tout dépend. Si vous voulez les faire avec eux un à un, puis les impliquer du point A au point Z, ça va vous prendre 1 heure par poste ensemble, et peut-être même plus. Mais si vous le faites vous-même de votre côté, puis qu'après ça, vous leur proposez des résultats, vous allez sauver beaucoup de temps. Là. Parce que grosso modo, nous, là, comme vous voyez, là, on considère qu'on a à peu près 1 heure de travail par catégorie de poste dans l'évaluation. On est habitué, là, on le fait,
vous comprendrez, là, je ne sais pas comment on en fait par année, mais des centaines. Donc, ça clenche nos trucs. Là. Fait que là, vous, si vous en faites une fois aux 5 ans, ben c'est sûr que ça ne vous prend pas une heure, là, ça vous prend plus que ça. Fait que tout reste à voir là, comment vous êtes efficace, puis à quel point vous impliquez vos gens. Mais c'est sûr que plus il y a de gens impliqués, plus il y a de chances que ça prenne du temps. Fait que une heure minimum, mais peut-être le double puis le triple là, si vous les impliquez dans toutes les décisions, là, selon moi, par catégorie de poste. Ouais. Alors, ça semble être bon. Les questions ont cessé. C'est bien parfait. Alors, en espérant que vous avez apprécié votre atelier, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, ben, vous avez le numéro de téléphone, 877-622-8550 ou RH@commercial-sagedecision.com. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Si vous avez des questions en suspens ou si vous êtes sur le point de faire votre équité salariale, tout ça, ben, on reste disponible. Et s'il y a un enquêteur qui vous appelle ou vous avez un auditeur ou tout simplement, ben, il n'y a pas de souci. On est là aussi pour vous accompagner. Donc, merci à vous. Je vais fermer l'atelier. Vous allez recevoir, comme prévu, là, les documents dans quelques jours. Puis, on se revoit au prochain webinaire. Sinon, ben, j'attends votre appel. Au plaisir.